Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une bonne dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont tous revigorés par les premiers rayons de soleil du printemps. Présentation en musique. On commence à ma droite, il nous vient tout droit des contrées à Versailles. Ce jeune homme, toujours bien apprêté, est un passionné de rugby. Dans cette émission, on le surnomme le gladiateur pour son énergie qu'il déploie dans les duels. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles nous fait l'honneur de venir une nouvelle fois dans cette émission. Forme et bonheur à tous. Salut les amis. Comment allez-vous, Pierre ? En pleine forme. Les rayons du soleil, ils sont assez vite repartis. Hein. Là, oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas ça. Mais on est bien dans le studio, on est au chaud, on est au chaud, on est à ça l'abri. sent le printemps. Ça sent le printemps avec soleil et giboulé, ça et là. On continue notre tour de table à gauche. Il est journaliste chez TV78. Il est expert sur le sport local. Mais aujourd'hui, c'est un petit Italian lover que nous avons en face de nous, presque en deuil après la non-qualification de l'Italie à la Coupe du Monde. Grégory Canale a tout de même tenu à être présent dans cette émission. Bonjour Grégory. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai même gardé le masque pour masquer justement un peu mes impressions. Alors je me permets quand même de vous poser la question, est-ce que vous allez bien ? Ça a été très dur après cette élimination de l'Italie, mais le fait de retrouver la team, j'avais pas participé à la dernière émission, c'est un peu une sorte de thérapie. Je vais parler de sport, de sujets, de beaux sujets aujourd'hui, et c'est une sorte de thérapie pour aller mieux. Et promis, on parlera pas de football italien. C'est gentil, merci beaucoup Mickaël. Alors on continue notre tour de table musique, c'est un basketteur d'exception, il a joué aux quatre coins de l'Europe, il a notamment joué avec l'équipe nationale de la République centrafricaine, il est aujourd'hui au club de basket de Trappes, il est toujours de bonne humeur, Magic Mike Mokongo nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je suis content de retrouver les copains et puis il y a beaucoup de choses de quoi parler, donc voilà, je suis ravi d'être là parmi tout le monde. Toujours avec le sourire comme d'habitude Oui, bien sûr, la vie est belle, il fait beau comme vous l'avez dit. Donc, presque beau, hein. Beau dans les studios en tout cas, sauf aujourd'hui. Enfin, notre dernier chroniqueur musique, c'est une légende vivante de ce talk, l'âme de cette émission. Il est blagueur, farceur, taquin, mais il est aussi tranchant dans ses analyses sportives. Coach Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, sera avec nous pendant une heure. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Comment allez-vous, Jean ? Oh, il n'a pas tenu le petit jeune alors là. Celui de la précédente émission, oui. Vicente Merian, sorti Stéphane. Vicente KO au premier round. Il était à vos côtés, hein, Jean, il n'a pas résisté, hein, apparemment. En tout cas, vous avez Grégory à côté de vous, je compte sur vous pour l'épauler un peu dans ces moments durs. Mais par contre, félicitations à l'Italie qui boycotte le Qatar. Moi je dis bravo. Merci. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler des JO de 2024 à Paris. On le savait tous, les organisateurs français voulaient des Jeux Olympiques populaires avec notamment une magnifique cérémonie d'ouverture sur la scène qui devrait accueillir 600 000 spectateurs. Et on l'a appris en ce mois de mars, 10 millions de billets seront mis en vente et 1 million de billets seront disponibles au tarif de 24 €. Et près de la moitié seront disponibles à 50 € ou moins. La question sur cette thématique, est-ce que cela vous surprend ? Ce tarif, 24 €, 1 million de billets à 24 €, oui ou non ? Vous votez. Non pour vous, Pierre. Oui pour vous, Mike, du coup. Ça me surprend ? Oui, est-ce que ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Pardon. Oui, il faut le temps que vous mettez dans l'émission. Alors Mike, ça vous surprend pas, vous ? Non, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que... S'il fallait que je réponde peut-être ou pas Non, il y a une volonté, je pense, simplement de faire participer à tout le monde cette occasion-là qui est magnifique pour la France, pour notre pays, pour tous les sports. Et donc je pense que c'est tout à fait légitime de pouvoir le faire dans ce sens-là. Jean, 24 €, c'est le bon tarif, un tarif accessible en tout cas ? Voilà, le bon tarif, je sais pas, mais accessible, voilà, oui, c'est surtout le terme qu'il faut retenir, accessible. Et c'est bien, comme a dit Mike, c'est un prix abordable et qui va populariser l'événement, notamment au niveau des spectateurs, qui va permettre à un nombre supérieur de pouvoir venir au bord des stades et sur les terrains, quoi.
Grégory. On sait que le credo de ces jeux, c'est des jeux avant tout populaires. Tony Estanguet l'a répété à de nombreuses reprises, président du comité d'organisation. 24 €, c'est aussi une petite opération de com. Les JO 2024, 24 €. On est légèrement au-dessus par rapport à ce qui s'était fait à Tokyo sur le prix de base des billets, mais ça reste accessible, Jean l'a dit. Oui, et on est un peu alors, aussi, à Londres, pour donner quelques chiffres, à Londres, les prix allaient de 20 livres à 2292 livres, mais pour les gros événements, le 100 mètres par exemple, les cérémonies d'ouverture ou de clôture, c'était sensiblement les mêmes tarifs prévus du coup à Tokyo. À Rio, c'était légèrement moins cher, on parle de 18 € environ, peut-être pour répondre aussi à la population locale, au pouvoir d'achat de la population locale je pense aussi. que c'est adapté au pouvoir d'achat des populations locales, effectivement. Et voilà, on sait que pour des JO réussis, il faut ce côté populaire qui est importantissime. Et d'ailleurs, la même philosophie a été adoptée par les organisateurs sur la cérémonie d'ouverture, où il y aura des places payantes sur les quais bas de la Seine. On rappelle que c'est une cérémonie qui se déroulera en extérieur, enfin à l'extérieur d'un stade, et ça c'est une première dans l'histoire des JO, une cérémonie sur la Seine. Et sur les quais hauts, les spectateurs aussi pourront accéder gratuitement à cette cérémonie. Donc on est un petit peu aussi dans cette philosophie prônée par le comité d'organisation. Et on espère évidemment qu'il fera beau lors de cette cérémonie d'ouverture, pas comme aujourd'hui. Pierre Chevalier. Je trouve que le comité d'organisation de Paris 2024 veut frapper fort à plusieurs égards, et notamment sur le côté effectivement le plus grand public et le plus populaire possible. C'est le retour des Jeux d'été en France depuis un grand nombre d'années, même au siècle dernier. C'est le retour sur la patrie de Pierre de Coubertin. C'est aussi des Jeux d'été après quelques années très très loin de la France notamment et de l'Europe, après Tokyo et Rio. Donc faire de cette manifestation une manifestation populaire, grand public, c'est de toute façon, je pense, l'essence même du sport olympique et des sports olympiques. On a vu aussi, malgré la hausse des téléspectateurs, c'est-à-dire des retransmissions sur tous les devices possibles et imaginables, notamment quand c'est organisé loin, que rien ne remplace l'ambiance d'un stade, d'une cérémonie d'ouverture, qu'on veut en plus grandiose, totalement original, dans un lieu totalement original. Et je pense que pour porter ces projets-là, il faut que ce soit accessible. 24 €, c'est plutôt un tarif bas par rapport à ce qui se fait d'une manière générale dans tous les sports, dans les stades. On sait qu'après, il faudra dépenser peut-être d'autres petites choses sur des ventes additionnelles. Et ça, c'est le business model de France 2024. Mais en l'occurrence, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement que de viser un élan populaire et que ça soit suivi le plus possible en France, notamment par tous les Français. Et puis l'information importante que vous avez précisée, c'est qu'il y aura la moitié des billets à 50 € ou moins. Donc même sur l'ensemble des compétitions, il y aura quand même une fourchette largement accessible pour ces JO. Est-ce que c'est pas aussi dans l'intérêt des organisateurs de remplir les stades aussi? On sait que par exemple à Rio, il y avait eu près d'1 million de billets qui n'avaient pas trouvé preneur, des stades peut-être qui sonnaient un peu creux. Est-ce que c'est pas aussi dans leur intérêt au niveau télévisuel, par exemple, Mike? Oui, je pense. Et puis même pour les athlètes, c'est quelque chose d'important. Ils aiment bien en général avoir du monde dans les stades. Donc forcément, moi je pense que c'est une volonté. Et puis ça leur permettra aussi de pouvoir, comme tout le monde l'a pu dire sur le plateau, accéder à tous ces sports-là, profiter de ces moments-là, parce que ça sera un moment qui est incroyable. Donc je pense que c'est une bonne chose. Vous aimeriez assister à quelles épreuves peut-être Jean, on commence par vous. La gymnastique synchronisée. C'est tout. Non, pas c'est tout. On a le droit à plusieurs. Vous avez le droit à plusieurs. On a le droit à plusieurs. Alors, bon, le rugby à 7 quand même. L'athlétisme, le rugby à 7. Et pour vous, Grégory? Moi, les sports collectifs m'attirent toujours plus. D'ailleurs, je suis très content que le basket ne se déroulera pas dans ce parc des expositions Porte de Versailles. C'était un peu la polémique du moment, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, on attend de voir où va se dérouler ce tournoi préliminaire. Mais oui, la finale du 100 mètres en athlétisme, c'est un rêve de journaliste sportif, d'enfant, de voir cet événement. Après, il y a toutes les épreuves qui m'intéressent, mais une finale de 100 mètres, c'est quelque chose quand même. Avec le sportif italien, peut-être, vainqueur. Sur les basketteurs qui ont intervenu par rapport à cette volonté de ne pas accepter que le basketball puisse se jouer à celui-là. Je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sportifs sont maintenant acteurs
de ce qui se passe autour de leur sport. Et ça, c'est très important. Parce que On en souvent, reparlera peut-être dans cette émission un peu plus tard avec Kylian Mbappé. Sportif. Et ça, je pense que c'est très important de voir Rudy Gobert, de voir Evan Fournier agir à ce sujet-là. Une épreuve peut-être Natation et... pas synchronisé, c'est natation tout court. Non, natation, les épreuves de natation de vitesse et le handball. Et le handball. Le handball masculin-féminin, parce que ça fait partie aussi des sports où on a des bonnes chances de médaille d'or. Et pour vous, Mike? Moi, je dirais le golf. J'ai envie de découvrir d'autres sports, donc le golf. Qui se déroulera ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tu le rappelles. Alors le début des inscriptions, en tout cas au tirage au sort, ce sera fin 2022. Il ne faudra pas rater cette date, messieurs. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Kylian Mbappé. A-t-il bien fait de boycotter certains sponsors de l'équipe de France? Coup de projecteur également sur la santé mentale des sportifs. Valentin Porte, le handballeur, a notamment parlé de dépression suite au départ de sa femme. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler rugby. On va tout de suite passer à l'envolée de Grégory. On commence décidément très fort cette émission. De quoi allez-vous nous parler, Grégory? D'une excellente nouvelle qui, je pense, va ravir en plateau, qui va ravir un homme, je le sais, c'est Versailles et son complexe de Porchefontaine qui seront les camps de base de Pays de Galles pendant la Coupe du Monde 2023 de rugby en France. Martin Williams en personne, de Grand Chelem, on le rappelle, avec le 15 du Poireau, meilleur joueur destination en 2005, 3 mondiaux disputés, a officialisé ce partenariat avec la ville aux côtés de François Demazière. Le cliché qui s'affiche à l'écran. Les Gallois se prépareront durant 4 semaines à la Coupe du Monde. Au programme, on le rappelle, en 2023 en France, du 8 septembre au 28 octobre. Et il y a de quoi être heureux pour plusieurs raisons. Ça va faire monter en puissance l'engouement autour de cet événement. Un mondial en France où les Bleus, rappelons-le, qui ont été étincelants depuis plusieurs mois, seront attendus et soutenus. On espère tout de même pour le Pays de Galles que les entraînements seront ouverts au public, quelques entraînements, et que les joueurs pourront être approchés. C'est une bonne nouvelle aussi pour la ville de Versailles, une ville de sport, on l'a rappelé souvent ici en plateau, et surtout une terre de rugby avec son fier représentant. Pierre est en plus en plateau, le RCV, 129 ans d'histoire, 7e club le plus vieux de France, rien que ça, sa formation, son équipe Fagnon, c'est aussi tout ce travail très sérieux qui est récompensé. Et une sélection britannique dans la cité royale, ça fait forcément écho à la venue de l'Angleterre en 2007, déjà pour la Coupe du Monde, le 15 de la Rose logeait au Trianon Palace et avait préparé le mondial, notamment avec un entraînement au stade Montboron. Les jeunes avaient pu approcher les coéquipiers de Johnny Wilkinson qui s'était blessé, on le rappelle, au début de la préparation dans les Yvelines, mais l'air versaillais avait résolument fait du bien aux Anglais qui s'étaient hissés jusqu'en finale du mondial en éliminant la France en demi. Espérons que le scénario ne se répète pas pour les Gallois, sinon il faudra interdire définitivement aux équipes de venir se préparer ici dans les Yvelines. Alors plus généralement, les nations en rugby ou même dans d'autres sports aiment venir se préparer dans le département. Très récemment pour l'Euro de football en 2016, l'Irlande à Versailles aussi, mais aussi la Russie du côté de Croissy-sur-Seine. Et lors de la Coupe du Monde féminine, la ville de Croissy-sur-Seine avait également accueilli les championnes du monde américaines qui étaient de passage dans la ville yvelinoise. Alors 2022, ça a été un peu l'année du football, surtout le début de l'année à Versailles avec le parcours du FCV en Coupe de France. 2023 peut-être l'année du rugby et enfin 2024 année olympique à Versailles. Après la période trouble du Covid, on peut dire qu'on est gâté. Est-ce que cette venue officialise Versailles comme terre de rugby? Vous votez oui ou non? Oui pour vous, Pierre Chevalier évidemment. Non pour vous évidemment. Jean, bon, on va faire un petit duel entre Jean et Pierre. Jean, vous commencez. Engage. Entre Jean-Pierre. Balle au centre. Non, c'est quand même pour taquiner un peu mon ami Pierre, puisque j'ai mis non et qu'il a mis oui. Alors, sérieusement, c'est très très bien sûr, c'est excellent. Excellent que le Pays de Galles prenne ses marques à Versailles et à Porchefontaine notamment. Bon, après de là à dire que ça devient par le fait terre de rugby, non. Nous enflammons pas quand même. Hein. Le rugby, c'est dans le sud-ouest, c'est pas à Versailles. Mais c'est une excellente publicité pour la ville, pour le club qui est en pleine ascension. Faut le rappeler quand même que Versailles brille en Fédéral 3 actuellement, le club, et se dirige, je l'espère pour eux, vers une montée en Fédéral 2, avec touchons du bois, hein. justement
la nouvelle programmation de la fédération l'année prochaine. Et donc ça ne fait que augmenter l'importance que le rugby prend à Versailles avec cette venue du Pays de Galles pour la Coupe du Monde. C'est tout bénef, vraiment. Tout bénef, mais on l'aura Mais c'est pas compris. terre de rugby, faut pas Terre de exagérer. rugby, les terres de rugby sont dans le sud-ouest. N'exagérons Pour vous. pas. Le Pays de Galles battu très récemment, on le précise. Par l'Italie. Par l'Italie, voilà. En rugby, Sur au le moins, dernier match. voilà, au moins en rugby, À la dernière l'Italie a seconde. réussi à briller quelque peu. Première victoire depuis Oui, 7 ans. Depuis 7 Voilà. ans, il faut le préciser. Et le 100 mètres est aussi italien aussi. Hein. Je vous ai senti fan Marcel tout à Jacobs, l'heure. Par l'arrière qui joue à Grenoble quand même. Hein. Oui, Ange Capozzo. À vous, Pierre. Évidemment, je ne pouvais pas répondre autre chose que oui, avec un petit bémol pour aller quand même dans le sens de l'histoire et dans le sens de Jeannot, c'est de dire que Versailles, grâce au parcours, alors à l'ensemble des sports, est devenu une terre de sport. On va dire globalement une terre de sport. Le trajet du FCV en Coupe de France, on en a suffisamment parlé sur ce plateau, et le trajet ou le futur trajet du Rugby Club Versailles en championnat de France et puis justement éventuellement à l'étage du dessus ce que l'on vise cette saison. Ce qui est intéressant de noter, c'est la raison qui a fait que les Gallois ont choisi les raisons qui ont fait que les Gallois ont choisi Versailles comme camp de base, et ce que ça va engendrer après. La raison avant, c'est qu'on a, malgré tout, même si elles sont insuffisantes à nos yeux, le nombre d'installations qu'il faut et des installations de qualité, avec un terrain synthétique, un terrain en herbe. Quand je dis insuffisante, c'est que pour un club de plus de 600 licenciés, parfois c'est difficile de jouer à Tetris pour mettre toutes les catégories en même temps, notamment le mercredi, notamment le samedi, quand il y a des plateaux de toute l'école de rugby. Mais c'est Versailles, ville de sport, une ville où il fait bon vivre, agréable, c'est ce qu'ils ont mis en avant, notamment aussi quasiment de pouvoir aller sur toutes les installations quasiment à pied. Je crois que dans le cahier des charges, c'est 20 minutes pour pouvoir être éligible pour y aller à pied. Peut-être qu'on les verra déambuler dans la ville de Versailles. Des installations qui vont être complétées, et ça me fait parler de ce qui va suivre après et des conséquences. On a un cahier des charges qui est quand même assez exigeant pour être camp de base, il faut le savoir. On y a eu accès pour la partie sportive. Il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être mises à niveau. Taille de terrain, les installations, salle de muscu, donc temporaire, les accès aux piscines et aux espaces de récupération. Ce qui va suivre derrière, c'est peut-être de la récupération de structures, temporaires ou définitives, de matériel, et puis surtout, ce qui va suivre pendant, c'est... Peut-être de joueurs. Et ce qui va suivre pendant, c'est surtout pour bien connaître de l'intérieur la vie d'une équipe internationale en Coupe du Monde, que j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe d'Écosse en 2007, d'autres Britanniques. C'est toute l'animation que ça amène à Versailles. Il va y avoir des expressions de passion autour du rugby. On va les voir dans la ville. Il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés tous les jours, en plus du sportif. Et puis, oui, c'est l'accès au sport de haut niveau pour tous les enfants versaillais, tous les enfants du club, leurs familles, tous les Versaillais qui ne connaissent pas encore peut-être bien le rugby et qui vont, là aussi, permettre à Versailles de venir et de vraiment s'installer comme terre de sport. Après, elle est terre de rugby historiquement parce qu'on est sur place depuis 1893, mais c'est vrai que culturellement, c'est parce que les Anglais ont traversé la Manche et ont choisi Versailles. Après, en France, c'est un peu plus au sud. Voilà. Mike, qui vous a convaincu ? Non, je pense que les deux arguments se valent. Hein. Après, moi, j'allais répondre un petit peu pareil que Jean, et puis ce que l'a dit Pierre aussi, c'est assez cohérent. C'est vrai que c'est pas une terre forcément de rugby, mais ce qui est sûr, c'est que les gens aiment le rugby dans la région. Après, il y a une volonté du club de se professionnaliser, de faire grandir ce club-là, donc c'est une très belle chose. Et je pense qu'aussi le partenariat avec le Pays de Galles, c'est une très bonne chose pour la génération du club de Versailles. Pourquoi ? Parce que c'est un monument pour le monde de rugby, le Pays de Galles. Donc de ce fait-là, ça leur permettra justement... Oui, c'est pas une petite équipe quand même, le Pays de Galles, parce qu'il aurait pu avoir une équipe un peu plus confidentielle. Là, c'est vraiment un poids lourd. Exactement, et ça leur permettra justement d'avoir des échanges justement sur plusieurs aspects. Sur l'aspect terrain, en dehors, comment les choses se font pour amener un club comme Versailles à un très haut niveau. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour le club. Et comment ça va se passer au niveau des installations pendant cette période ? Voilà, ça va être le Tetris encore plus. C'est un des problèmes du cahier des charges, c'est qu'effectivement il faut mettre à disposition les terrains du club qui ne seront pas forcément accessibles
tous au public, du public, mais encore moins aux pratiquants. Donc là, on va faire un petit appel à nos petits camarades des Yvelines et d'Île-de-France pour faire des échanges de terrain et pour aller un petit peu être un peu nomade, comme l'a été le Stade Français en son temps quand il cherchait les stades. Mais il y a l'URC qui a fusionné, qui est devenu URC 78, qui est le Sky. Et Montigny-le-Bretonneux, où ils ont 2-3 stades, hein, donc et en plus de belles installations. Voilà, au Chénet à la Saint-Cloud. Donc oui, ça fait partie du revers de médaille où il faudra trouver des solutions. Mais pour avoir discuté avec Martin Williams et Paul Streetjohn, qui était la délégation qui est venue officialiser le choix auprès de François de Mazières, le maire de Versailles, ils sont très très positif à la britannique, c'est-à-dire vraiment très très arrangeant. Je pense que d'une manière générale, on pourra trouver avec eux, et la ville pourra trouver avec eux des modus vivendi qui nous permettront malgré tout de continuer, parce qu'en 2023, on sera théoriquement on sera à bon niveau, et septembre, pour toutes les catégories, c'est un mois chargé. Est-ce qu'à votre avis, la venue de l'Angleterre en 2007 a joué peut-être dans le choix, Grégory, du Pays de Galles ? Elle est lointaine, mais sans doute que oui, dans la capacité à recevoir une équipe de ce niveau-là, parce que l'Angleterre aussi, c'est pas une petite nation du rugby, c'est peu de le dire. Et à l'époque, ça s'était très bien déroulé. Le parcours de l'Angleterre, je l'ai rappelé dans l'envolée, a été magnifique juste après. Peut-être que la préparation dans les Yvelines a joué quelque peu, même si au tout début, il y avait une entorse à la cheville pour Wilkinson. Donc ça démarrait pas sous les meilleurs auspices, mais Versailles a une renommée mondiale. Grâce à son château, il n'y a pas que le château à Versailles, mais ça fait partie de cette renommée mondiale. Ils avaient logé au Trianon Palace. Donc peut-être que ça a joué aussi dans l'expérience qu'a cette ville de Versailles pour accueillir ce genre d'équipe. Justement, où ils logeront au Trianon Palace ou... Alors, vous ne le savez pas encore, Pierre Chevalier. Complètement, ça se joue entre parce que c'est un peu le lieu un peu habitué à recevoir les grosses équipes. Il y a eu l'Angleterre en 2007, les Irlandais pendant l'Euro 2016 et les golfeurs pendant la Ryder Cup 2018. Ça se joue entre le Louis Versailles, qui est juste sur l'avenue du Château, et le Trianon un peu plus loin. Sur des critères de choix d'installation existantes et de savoir ce qu'il faut compléter pour être camp de base hébergement pour les Gallois. Alors avant de refermer cette page, un rappel, la Coupe du Monde de rugby sera donc programmée, Grégory, vous le disiez, du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. On a déjà hâte d'y être, j'imagine. Bien sûr. Surtout pour vous, Pierre. Très certainement. Alors on va maintenant ouvrir une page course à pied. Si vous adorez faire des courses, on peut le dire, il y a de quoi faire dans le département des Yvelines. Dernièrement, le 19 mars dernier, il y a eu l'Éco-Trail de Paris, une course qui est partie de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour le 80 km ou du château de Versailles pour le 45 km. Une semaine plus tard, il y a eu la Pissiacaise, une course de 10 km en pleine nature qui a attiré plusieurs centaines de personnes. Et le calendrier s'emballe dans le département avec l'arrivée des beaux jours. En avril, il y aura la Diac 78, la Guyon-Course, le Trail du Josas, le Trail de Guerville, le Ramboli Trail et des dizaines de rendez-vous d'ici les vacances estivales. Bref, vous l'aurez compris, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de formules du 10 km à l'Ultra Trail. La question sur cette thématique, est-ce qu'il n'y a pas trop de courses dans les Yvelines? Non pour vous, Jean. Non pour vous, Mike. Non. Pas de débat non plus. On passe à la prochaine thématique. Jean, vous avez été le premier à soulever votre pancarte. Oui, c'était au hasard. C'était au hasard. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je dis non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez, ce sont en plus des compétitions qui regroupent énormément de participants, des courses à pied, tout ce qui est autour de la course à pied. Et il y a de plus en plus de catégories. Il y a les trails, les éco-trails, les semi-marathons, les crosses normaux. Il y a de plus en plus de catégories. Donc forcément... Est-ce qu'on s'y perd pas, justement ? S'y perdre, je pense pas, puisque les gens qui pratiquent les catégories en question, elles savent pertinemment ce qu'ils ont à faire. Ils s'entraînent pour. Et il y a, en plus, c'est un mélange de sportifs confirmés et de sportifs loisirs. Et ça, c'est très bien, parce que c'est vraiment... de sports populaires qui demandent peu d'investissement financier et qui sont très très excellentes pour la santé, le bien-être, que ce soit physique, mental. Il y a tout est représenté. Santé simple, voilà, exactement. Donc on l'a pas encore vu, Pierre, gardez-le. On l'a pas encore à l'image.
Donc je Voilà, dis, on c'est va le pour voir dans un instant. Voilà, santé et simple. Voilà, c'est pour ça que je dis que non, parce qu'il n'y a jamais assez de compétition de ce genre. Mike. Oui, au-delà de la réponse de Jean que je partage fondamentalement, on a une population qui est maintenant beaucoup plus sédentaire. Donc faire du sport à tous les niveaux, moi je pense que c'est forcément une bonne chose. En plus, on a vécu le confinement il n'y a pas longtemps. Donc voilà, redonner à tous ces sportifs l'envie de sortir, d'aller dehors, de faire du sport. Et on connaît l'importance du sport pour la santé, pour le moral, pour le stress, enfin pour tout. Et donc moi je peux qu'encourager ça. Pierre. Santé et simple. Vous courez de temps en temps. Moi, je cours de temps en temps, et ça m'apporte un des points que je voulais aborder, c'est que c'est l'aspect challenge de se fixer, quels que soient les âges, finalement, jeunes et surtout moins jeunes, quand on commence à quitter les sports un peu plus de contact ou un petit peu plus punchy, on se retrouve à plusieurs, à 3 ou 4, à se fixer un défi. Nous, c'était à 12 pour aller courir le marathon de New York. C'est pas trop mon gabarit au départ, mais j'ai adoré le préparer. Et vous l'avez fini. Et le finir. En combien de temps? Moins de 5 heures. Moins de 5 heures. Et d'avoir ce type de challenge. Je trouve que la course à pied, c'est donc Jean et Mike le rappelaient, c'est déjà un sport qui favorise la santé. Et de toute façon, il n'y aura jamais suffisamment d'activités sportives qui permettent aux uns et aux autres d'éviter d'être sédentaires et de faire justement régulièrement du sport, parce qu'on sait que c'est bon pour le cœur, pour la santé en général, moins bon pour les articulations, certes, mais il y a suffisamment de matériel maintenant pour pouvoir, des bonnes running d'ailleurs, pour pouvoir s'aligner sur des courses de demi-fond ou de fond. Et simple, c'est qu'il y a besoin d'une paire de running, un short et éventuellement un haut technique quand on s'entraîne l'hiver, par exemple. Mais ça a du courage, ça c'est sûr, pour se mettre le coup de pied aux fesses pour y aller. Mais il n'y en aura jamais assez. Et la preuve, c'est qu'en gros, l'intérêt ne se tarit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours de plus en plus de monde sur toutes les courses. Et Jeannot parlait de la diversité d'activités. On rajoute le mud day, ce genre d'événements qui sont fun en plus, qui sont vraiment fun. Le color run, où il y a on se une balance. course aussi pour Halloween aussi à Poissy. Je crois qu'on a les images. Le trail Halloween. Non, c'était pas le trail Halloween. C'était au Clé-sous-Bois. Là, c'était tout simplement une course pour Halloween à Poissy, on les voit. Les gamins sont il y a des enfants, il y a des adultes. Oui, parce que ce qui est important de préciser, c'est que sur toutes ces et courses, tout le monde est déguisé, bien sûr. Il y en a beaucoup de nouvelles, de plus en plus de villes. Très récemment, la ville d'Élancourt a créé son Élancourt Champions Trail, se mettent aussi à créer des courses, parce qu'il y a eu une envie aussi de se retrouver. On a parlé du confinement et de tout le monde qui a été chez soi. Là, il y a une envie de se retrouver. Plusieurs courses aussi qui sont proposées pour tous les niveaux. Moi, je pense qu'il y a 3 avantages. Il y a l'avantage aussi, le côté de montrer toute la richesse du département. Ce qui est bien, c'est qu'aussi on a des courses sur les parcours qui sont totalement différentes. On a des parcours urbains, des parcours ruraux, des parcours en forêt. Enfin, voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a des courses de très haut niveau. Une création récente, c'est la Diagonale des Yvelines. Vous avez parlé aussi de l'Eco-Trail qui attire des coureurs de très haut niveau. Il y a Nicolas Duhail qui a gagné l'Eco-Trail, qui a été aussi sur d'autres courses dans les Yvelines. Il y a celui qu'on appelle Casquette Verte, Alexandre Bouchex, qui est connu dans le milieu du trail et qui vient aussi courir dans les Yvelines. Je sais pas pourquoi mes camarades rigolent, mais c'est pas grave, je vais pas m'offusquer. Et ça a été dit par Jean, je crois, le côté aussi tous les niveaux. Ce qui est bien, c'est que ça s'adresse à des coureurs de haut niveau, mais sur d'autres compétitions, d'autres courses, il y a plusieurs formats. Ça va pouvoir aussi s'ouvrir aux amateurs qui ont envie de se dépasser, de se fixer un objectif. Un tiers de course en plus dans les Yvelines depuis les années 2000. Mais c'est normal, c'est lié aussi à la diversité des offres. Si on prend d'autres sports individuels, comme par exemple le golf, où il y a une offre 9 trous, une offre 18 trous, la course à pied, il y a du 5 km, du 10 km, il y a du 21 km pour les semi-marathons, marathon, trail avec 30, 60, 80 bornes, les 100 km de Millau. Il y a toutes les offres. Et même pour les enfants, des 500 mètres, 1 km, 2 km. Et voir les enfants, ils sont surmotivés quand il y a une petite course comme ça et qui est à leur niveau et qui est à leur niveau, de pouvoir finir 1 km, 2 km. L'important, c'est de terminer. Au lieu de participer, qui reste le principe olympique, mais justement de terminer, et il y a toutes les offres pour le faire. Dernière question, est-ce que c'est pas une mode? Est-ce que vous pensez que ça va durer, à votre avis, Mike?
cette effervescence autour de la course à pied? J'espère pas. Tout à l'heure, comme j'ai dit, on a une population qui est sédentaire. Donc ça veut dire qu'on n'aime pas faire beaucoup de sport. Et il faut justement le drainer dans l'esprit de tous les enfants, de tout le monde, de faire du sport. Parce que c'est vraiment un effet bénéfique pour la santé, pour le corps et pour tout. Donc voilà, moi j'espère que ça va pas être quelque chose d'éphémère, ça va être quelque chose qui va perdurer dans le temps. Parce que le sport c'est important pour tout le monde. Et les statistiques l'ont démontré encore plusieurs fois que c'est vraiment important. On va maintenant, très rapidement, Pierre Chevalier. J'allais confirmer ce que disait Mike en confirmant qu'a priori, si ça avait dû être un effet de mode, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus autant de courses diverses et variées et que justement c'est un intérêt qui ne se tarit pas et qui appelle de plus en plus de sportifs du dimanche même, ou pro ou amateurs, et qui répondent présents à chacune des courses. On vous reverra l'année prochaine sur le marathon New York. Ouais. C'est marathon noté. de Paris dimanche, bon celui-là je le comprends. Méfiez-vous, c'est enregistré ce type d'émission. Allez, deal, challenge. Alors on va maintenant parler d'une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Le footballeur du PSG, Kylian Mbappé, a refusé de participer à une opération publicitaire avec l'équipe de France lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine, le centre d'entraînement situé dans les Yvelines. Il a contesté la convention relative à la cession du droit collectif à l'image. Normalement, chaque international la signe avant sa première sélection et elle contient des obligations vis-à-vis de la FFF. En échange de cet engagement, chaque joueur reçoit 25 000 € environ par match disputé. L'avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, estime que le joueur doit être en harmonie avec des publicités auxquelles il participe, car ce sont des modèles pour le public. Il y a aussi le côté financier dans ce contrat qui pose problème. Le joueur cède son droit à l'image. Sur la question sur cette thématique, comprenez-vous ce boycott de Kylian Mbappé? Oui ou non? Partagé aussi. Partagé, vous êtes tous partagés. Oui pour vous, vous le comprenez, ce boycott? Bon, on va commencer par vous, Mike. Alors moi je le comprends. Tout dépend, hein, frère, comment on veut répondre. Non, je comprends très bien la situation, mais après je parle par rapport au public, tous les gens qui regardent ces discussions-là. Ce qui est important, c'est les sportifs en général. On leur demande pas leur avis. On demande à un sportif, par exemple, d'être un bon joueur, de bien représenter son pays. Mbappé représente la France. Il représente la France de par sa manière de se comporter, de parler, dans les médias, de manger, toutes ces choses-là. Et puis après, derrière, on a l'institution C'est une personnalité publique pour vous. Exactement, c'est une personnalité publique. Et après, tu as l'institution qui est l'équipe de France, qui signe des partenariats avec KFC, Coca-Cola. Et après, on demande aux joueurs de représenter la nation d'une bonne manière. Là, pour moi, il n'y a pas une cohérence par rapport à ça. Et Mbappé, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il fait, et on l'a vu dans plusieurs choses. En général, il est en cohérence dans tout ce qu'il fait. Et pour lui, représenter Coca-Cola, KFC, toutes ces choses-là, ça ne lui parle pas. Vous l'avez bien cité au départ sur vos analyses. Il représente d'autres marques qui sont plutôt de sa manière de voir les choses en général. Et de ce fait-là, c'est une contradiction pour lui. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait légitime de réagir comme ça. Notamment la publicité pour la nourriture bio pour enfants. Exactement. Et puis après, moi là où je trouve c'est un peu compliqué, c'est ses partenaires. Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, ce qui se joue à ce niveau-là. Ce qui est un peu endommageable pour lui, Mbappé, c'est de prendre des décisions comme ça de manière individuelle. Et ça peut lui porter préjudice un petit peu. En général, c'est mieux d'agir de manière collective pour avoir une réponse collective. Parce que là, on parle de l'équipe de France, on parle d'un débat qui concerne tous les joueurs de l'équipe de France. Et je ne pense pas que les autres joueurs ne pensent pas moins de ce que Mbappé vient de dire. Moi, je pense que la plupart des joueurs pensent la même chose. Mais simplement, excusez-moi du terme, mais ils n'ont pas les couilles de sortir là, dans les médias, et de venir... Carton jaune pour vous, de dire la vérité. Mike Moncongo. Donc voilà pourquoi je suis mitigé par rapport à ça. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi un phénomène. Le football, c'est un vecteur important pour la société. Et à travers Coca-Cola, on peut instrumentaliser les choses à travers les jeunes enfants, depuis le bas âge jusqu'à un certain âge. Et on sait que Coca-Cola, KFC, toutes ces choses-là, c'est pas bon pour la nutrition. Qu'on soit sportif de haut niveau ou pas, pour moi, c'est des choses, quand même, il faut regarder ça à des divisions, enfin à des niveaux différents. Jean, Voilà. Je sais que vous avez aussi beaucoup de choses à dire sur la question. Mais pour une fois, je crois que vous allez soutenir Kylian Mbappé. Non. Oui et non. Oui, non. C'est pour ça que j'étais un petit peu.
Je rejoins ce qu'a dit Mike sur le. Je reprends pas ce qu'il a dit puisqu'il vient de le dire. Je le rejoins en tous les cas. Par contre, ensuite, ce sont des joueurs professionnels. Ils signent un contrat professionnel. Exactement. Donc, dans la mesure où ils signent ce contrat, ils ont justement le teneur du contrat. Et ils se voient dans l'obligation de respecter ce contrat. Parce que sinon, ce sont des joueurs professionnels, je le dis, je le répète. Sinon, vous signez un contrat, vous avez signé votre contrat professionnel, c'est-à-dire attention, sauf que moi, ça, je le fais pas. Ça, non, ça, je veux bien faire le boulot là, mais cette partie du boulot, je le fais pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On signe un contrat, il est lisible. S'il n'est pas d'accord, ben, il ne le signe pas, il ne va pas en équipe de France. Aussi bon qu'il soit. Mais on ne peut pas prendre que ce qui nous arrange ou ce qui fait plaisir à quelqu'un. Alors, c'est pas qui fait plaisir, parce que là, en l'occurrence... L'institution fait la même chose. Oui, mais non, mais... C'est là où c'est contradictoire, moi je dis, parce que si je suis l'institution, c'est moi qui est garant, je suis garant de ça. Oui, mais on sait quand même que ils ne vivent pas avec l'air du temps. Hein, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc on sait pertinemment que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Et que tout tourne. Et que ces contrats publicitaires, c'est ce qui amène l'argent et ce qui amène énormément d'argent dans le milieu du football. Je suis d'accord avec ça. Donc, de là, le diaboliser, à dire que c'est dingue ce qu'il est en train de faire Mbappé. Non, c'est pour ça que... Il y a un décalage dans les réactions en général par rapport à ça. Parce que quand c'est l'institution qui le fait... C'est pour ça que je suis une partie d'accord avec lui, mais une autre partie je suis pas d'accord parce que il a signé un contrat pro et on ne peut pas choisir. C'est pas la carte. C'est pas la carte. Il a signé le même contrat que l'ensemble des joueurs de l'équipe de France qui arrivent. Une convention qui est née en 2010 après Nice Now. Donc c'est pas à la carte. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas ouvrir la porte aussi d'un autre côté en disant vous faites ce que vous voulez, vous prenez les pubs que vous voulez, celles qui vous arrangent, celles qui vous plaisent. Non, c'est pas possible. On est obligé. C'est là où je dis. Voilà. C'est là où je dis. Il faut parler avec les athlètes pour trouver un accord ensemble. Parce que l'institution, les athlètes de l'autre côté. Mais au final, Mike, les sponsors, c'est ceux qui donnent le plus d'argent, généralement, qui sont choisis. Est-ce qu'on va demander aux athlètes de signer tel ou tel contrat? Normalement, ce n'est pas leur rôle, logiquement. Oui, on leur demande de jouer. Et c'est pas eux qui font les contrats publicitaires. Enfin, à titre de l'équipe de France, à titre... Grégory, je sens que vous bouillez depuis tout à l'heure. Vous avez envie de participer à ce débat. Tout ce qui a été dit, non, mais oui, bien sûr, j'ai envie de participer à ce débat. Je comprends le postulat de départ de Kylian Mbappé de dire ces sponsors ne véhiculent pas l'image que je souhaite véhiculer, que c'est contraire aussi peut-être à l'éthique du sport, à l'image que doit renvoyer un sport comme le football. Ça, je peux le comprendre, le postulat de départ. Il y a aussi un autre argument qui a été avancé par son avocate, c'est que ce contrat, cette convention qui est signée avant la première sélection, ça c'est important de le préciser, c'est-à-dire que Kylian Mbappé l'a signé en 2017, juste avant sa première sélection. C'est un contrat qui court jusqu'à la fin de leur parcours en bleu. Il n'y a jamais de renégociation possible. Donc s'il reste jusqu'à ses 45 ans en équipe de France, techniquement, il doit respecter ce contrat. Maintenant, là où je suis partagé, où je rejoins Jeannot, c'est que effectivement, il a signé ce contrat et il doit le respecter. Il y a des manquements normalement. S'il y a des manquements à ce contrat, il y a des sanctions qui sont prévues par l'équipe de France. Visiblement, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a dit qu'il était contre les sanctions et Kylian Mbappé ne sera pas suspendu, et ça instaure un précédent. Le problème, c'est que maintenant on va se retrouver dans une situation où peut-être d'autres joueurs vont contester, vont profiter du courage que Mbappé a eu, parce que c'est peut-être aussi du courage pour dire non, nous on ne se soustrait pas à ces opérations commerciales. Mais il y a un problème derrière, c'est que ça rapporte énormément d'argent à la Fédération française de football. Je m'étais noté le montant de 108 millions d'euros, et ce montant est largement redistribué vers le football amateur. Donc il y a aussi un problème qui est suscité par ce boycott. Donc, à mon sens, le vrai problème, c'est que ça peut instaurer un précédent et ça peut donner des idées à d'autres joueurs. Et là, on va se retrouver dans une voie sans issue. Là, on parle de l'équipe de France, mais ça peut être aussi dans d'autres sélections. Ça peut être aussi dans d'autres sélections, effectivement. Pierre Chevalier. Mon partage, moi, c'est le premier point qui me fait que je ne le comprends pas. C'est le même que Jean et Mike. Je l'évacue. C'est le point de vue juridique. Il a signé le contrat, il doit le respecter. Ça, ceci étant dit par tout le monde, derrière il y a... Et il est payé 25 000 euros par match disputé. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Mbappé lui reverse aussi une bonne partie de ses revenus d'image à des associations caritatives. Donc il est là-dedans jusqu'au boutiste dans ses positions. Là où je voudrais insister, c'est ce qui me fait le comprendre dans cette décision-là, c'est le nouveau statut de Kylian Mbappé en équipe de France et au PSG, qu'il est en train d'acquérir
et qui va garder, je pense, un grand nombre d'années. Parce que ce champion-là, il est là pour de nombreuses années. C'est un monstre sportif, technique, c'est une pépite comme on en a une fois dans l'histoire d'une équipe nationale peut-être, parce que même Thierry Henry n'avait pas ces stats-là et n'avait pas ce côté complet de l'athlète français. C'est un jeune garçon qui s'exprime bien, qui est bien entouré, qui a la tête sur les épaules, je vais rentrer dans le cliché, je vais me mettre à dos le football français. C'est étonnant de voir un footballeur s'exprimer comme ça et raisonner comme ça. Tout à fait. Évidemment, tous les footballeurs ne sont pas l'inverse. Évidemment, je dis pas ça. Mais bon, je viens d'avoir plusieurs appels voilà. À l'instant. Pierre Chevalier vous attend à la sortie du studio. Donc c'est ce statut-là qui s'installe pour de nombreuses années. Effectivement, il crée un précédent parce qu'il prend pour lui et il gère lui-même, grâce à son conseil, son image, mais avec en plus on va dire des niveaux de réflexion qu'on n'avait encore jamais vus à ce niveau-là. C'est-à-dire de dire que cette marque-là n'est pas conforme à ses convictions. Je n'ai jamais entendu un international français parler de ça. Vous vous rappeliez que ces contrats-là, ça date de 2010, après le fiasco de Neisner et l'Afrique du Sud. Là maintenant... Mais est-ce que c'est pas de plus en plus dans l'air du temps ? Les sportifs, je pense par exemple à Cristiano Ronaldo qui, pendant le dernier Euro, avait par exemple enlevé une bouteille de coca d'une conférence de presse de l'Euro. Il avait fait perdre 1,6% de la valeur de la marque à la bourse de New York en faisant juste ce geste d'enlever cette marque de coca en disant, cette bouteille de Coca-Cola en disant pas de soda, de l'eau. C'est la responsabilité. Donc c'est pas forcément le premier cas qui est la responsabilité des sportifs de haut niveau et parmi les plus grandes stars du monde. On parle de Cristiano Ronaldo, de Kylian Mbappé, et c'est que maintenant, maintenant cette médiatisation dont ils bénéficient ou qui leur pèse éventuellement sur certains moments, ce sont nos nouveaux porte-drapeaux sur n'importe quelle cause. Et parce que tous les enfants maintenant de l'institution finalement, Mike. Et justement, ça a inversé les rôles. On le voit aux États-Unis, on le voit en NBA aussi. Là, je parle d'un autre contexte, mais c'est la même chose. Et aujourd'hui, Mbappé veut prôner cette image-là. Comme tu l'as bien précisé, c'est une icône mondiale maintenant, Mbappé. Et tout le monde ici a signé des contrats sur cette table-là. Mais à un moment donné, quand tu évolues, tu regardes ton contrat pour revoir qu'est-ce qui peut changer ou pas. Et Mbappé, c'est un gars qui est intelligent. Il a eu une démarche justement dans ce sens-là. Mais sauf que la fédération n'a pas voulu changer les termes du contrat. Et à un moment donné, il se positionne parce que, quelque part, il véhicule cette image-là et il a envie de montrer l'exemple. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de l'accompagner ou soit... trouver quelque chose de cohérent pour tout le monde et puis essayer d'aller dans le bon sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement, Jean, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'il a une démarche parce que cette démarche peut maintenant aboutir à exploser un peu le système peut-être. Sauf qu'il est partie intégrante d'un sport collectif, quoi. Il ne pratique pas un sport individuel. C'est pas Usain Bolt, par exemple. Usain Bolt, il faisait ce qu'il voulait. Là, il est dans un cadre collectif. Et c'est là le problème. C'est là. Comment fait-on ? Là, le fait que le président ne prenne pas de sanctions, il ouvre la porte à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que là, demain... Pour moi, ça va enclencher la discussion. Ah, ben ça va l'enclencher. Il va peut-être... Et peut-être que les sponsors vont se retirer aussi. Hein. Je rappelle, il y a 12 partenaires officiels, donc KFC, Coca-Cola, Belin, Brioche Pasquier, EDF, PMU, Carrefour, Accor Hotel, Nike. Attention, Grégory l'a rappelé tout à l'heure, 108 millions d'euros qui, pour la plupart, sont répartis 87, voilà. Donc sur le sport amateur. Donc attention, parce qu'on dit le professionnalisme n'intervient pas sur le sport amateur. Là, pour une fois qu'il intervient de façon large, on va peut-être se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, j'ai envie de compléter quelque chose quand même. Dans ce cas-là, si on veut rester dans cette pédagogie-là ou cette démarche, ce fonctionnement-là, quand un athlète de haut niveau fait des erreurs, il faut aussi le lui pardonner. Parce que des fois, un athlète de haut niveau, il n'a pas le bon comportement, il ne parle pas bien, il est ceci, il est cela, c'est la fin du monde. L'institution a le droit de faire certaines choses qu'on peut lui pardonner, mais l'athlète de haut niveau, ce n'est pas le cas. C'est là où je trouve que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le débat de force, il est un peu, il n'est pas équitable. À un moment donné, il faut respecter tout le monde. Un sportif de haut niveau, ça reste une personne comme tout le monde, dans le sens où il peut être faillible à un moment donné. L'institution peut être aussi faillible.
Donc il faut essayer de regarder les choses dans les deux angles. Greg parlait tout à l'heure de ce contrat initial avant la première sélection et qui en plus n'est pas retouché. En droit, et notamment en droit du travail, on ressort le contrat quand ça se passe mal, quand ça va mal, et on regarde ce qu'il y a dedans. Là, pour une fois, le Conseil et Kylian Mbappé ont dû peut-être anticiper ce moment-là et en dire, en gros, est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, de boycotter, ou de toute façon, là, créer un précédent et peut-être ouvrir la discussion pour la négociation de ce type de contrat. Effectivement, il y aura un avant, un après. Ce type de situation. Mais je pense que c'est l'aura et le nouveau statut de Kylian Mbappé qui lui a permis de le faire. Grégory, quelque chose à rajouter? Juste compléter à titre d'information pour dire que cette convention, elle va au-delà quand même aussi du partenariat commercial. C'est aussi une charte de bonne conduite pour les joueurs en équipe de France, parce que on rappelle le contexte, hein, ça a été juste après Naïsna et ce moment très trouble pour le football français. Il y a aussi vis-à-vis des partenaires commerciaux, en plus de participer à des opérations de sponsors, c'est aussi pour le joueur au moins une fois dans la saison aller assister à un entraînement avec des amateurs ou participer à des soirées justement avec les partenaires. Donc c'est une convention qui est assez globale, qui peut peut-être poser problème sur certains points, et c'est pour ça peut-être que Kylian Mbappé se positionne aujourd'hui contre cette convention. On pourra en parler pendant des heures de cette histoire de Kylian Mbappé, mais malheureusement on va devoir passer à notre dernière thématique, c'est notre page débat. Dans cette page débat, nous allons parler d'une confession rare, celle du handballeur yvelinois Valentin Porte. Le natif de Versailles et capitaine de l'équipe de France a renoncé à un rassemblement des Bleus suite à des problèmes personnels. Sa femme est partie au retour de l'Euro en janvier dernier, ce qui l'a obligé à suivre une thérapie pour essayer de gérer la situation. Une thérapie qui joue sur sa santé mentale actuelle. Il se dit même angoissé à l'idée de rejoindre l'équipe de France. La thérapeute lui a parlé d'une déprime qui peut se transformer en dépression. On entend beaucoup parler de santé mentale en ce moment dans le monde du sport, handball, football, tennis ou gymnastique. La question sur ce thème, la santé mentale, est-elle, à votre avis, encore un tabou dans le monde du sport? Oui ou non? Est-ce que c'est encore un tabou? Oui pour vous Mike, oui pour vous Jean, oui pour vous Pierre, et non pour vous... Oui, tout à l'heure j'ai pas écouté la question, oui. Oui, c'est encore tabou aussi. Bon, pas de question. Alors Pierre, pour vous ce n'est plus un tabou. C'est encore un tabou. C'est encore un tabou, c'est-à-dire qu'on en plus que tabou sur le mot, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment et on n'anticipe pas suffisamment le potentiel mal-être de la plupart des athlètes. Ce qui est le plus proche de moi en termes d'intérêt, c'est les tragédies qui sont arrivées à 2 ans d'intervalle à 2 rugbyman professionnels, Christophe Dominici et Jordan Michalet au Rouen National Rugby, Rouen Normandie Rugby, pardon, avec déjà l'étape ultime, la plus tragique, où les joueurs mettent fin à leur jour et que personne, même pas leurs proches, n'avait vu venir. Donc il y a plein de raisons d'ailleurs que j'ignore, notamment dans le cas de Christophe Dominici. Il y a beaucoup de choses qui se sont écrites, et notamment récemment sur l'opération avortée à Béziers, etc., qui l'avait beaucoup affecté. De là à aller au bout de cette démarche de mal-être, il y a quand même quelque chose qui cloche et dont il faut parler pour éviter les tabous et justement faire en sorte que les sportifs de haut niveau puissent en parler, puissent se confier quand il y a des cas comme celui-là. Dans le cas de Valentin Porte, c'est un cas personnel qui est de cœur et qui affecte sa vie d'homme, de père peut-être et d'athlète. Et en l'occurrence, c'est... et il en parle, enfin, je crois... Dans ma mémoire, en tout cas, si je puise, je crois que c'est le premier à parler de ce type d'initiative. Mais je pense aussi que ça va avec un grand nombre... D'aller suivre une thérapie pour se reconstruire. Un grand nombre de médiatisation. Il y avait déjà les médias télé, radio. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et il y a un certain nombre maintenant d'expositions qui font du bien comme ils font du mal aussi. Et là, pour le coup, les athlètes ne peuvent quasiment plus se planquer, et notamment sur les réseaux sociaux, ça va assez vite à démonter un athlète parce que il a fait 1 seconde de moins sur son temps de référence, par exemple, ou alors qu'il a foiré un but à un moment où c'était important. Donc ouais, là, danger, ils sont exposés. Le mental fait quasiment tout quand le physique flanche. Donc alerte. Jean, c'est encore tabou pour vous?
Oui, pour moi, je ne reprends pas ce que Pierre a dit. Bien sûr, c'est encore tabou. Et le fait qu'un sportif de haut niveau comme Valentin Porte en parle, ça va peut-être aussi donner la possibilité à d'autres de pouvoir s'exprimer et de franchir le cap. Parce que justement, le mental sur les joueurs de haut niveau, c'est très important. Il est très très important. C'est ce qui fait la différence. Souvent, parce qu'on dit qu'est-ce qui fait les grands champions, c'est le mental. Donc cette différence qui fait les grands champions fait aussi, en sens inverse, la différence. Parce que lorsqu'ils sont au fond du seau, ils le sont peut-être encore plus, parce que justement, ils ont ce mental qui est puissant, qui est à haut niveau, comme leur performance physique, et ils montent autant avec leur mental qu'ils peuvent descendre aussi bas. Là, le fait qu'il en parle, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas, parce que là, sa thérapeute lui dit que ça peut amener jusqu'à une dépression, mais je ne suis pas trop dans le milieu médical, mais il me semble quand même qu'une dépression, justement, on ne sait pas vraiment de quoi c'est dû, une dépression. On sait qu'on constate à la fin qu'on est en dépression, mais le motif vraiment pour lequel on ne dit pas, voilà, ma femme s'est barrée, je suis en dépression. Non, ça n'existe pas. C'est un état général qui fait que on se retrouve qu'on n'a plus goût à rien, que si, que là, qu'on est au fond du seau. Et le fait d'en parler, c'est déjà tendre la main. C'est déjà dire, voilà, au secours. Et ça, je pense que ce mental de sportif de haut niveau fait qu'il a eu le courage de tendre la main, parce qu'il y a aussi ce côté pudeur, ce côté dévoiler une partie de sa vie privée. Pierre l'a dit, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a autour. Mais là, lui, il a quand même... Oui, parce qu'il y en a certains qui l'ont soutenu forcément sur les réseaux sociaux, forcément. et d'autres qui sont foutus de lui. Qui ont rigolé, voilà. Sur la situation. Voilà, et c'est pour ça, donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un gros mental, un très gros mental dans ce cas de figure, pour justement tendre la main et dire au secours. Au secours, aidez-moi, parce que c'est ça, c'est un appel au secours. Et moi je dis que alors je suis pas tout oui encore une fois, mais c'est une partie de la guérison qui est en marche pour moi. Grégory. Entièrement d'accord sur cet aspect-là. Je pense que le plus important maintenant, c'est aussi les athlètes, je pense, ont un rôle dans ce sujet-là qui est encore tabou, ça je suis d'accord avec ça, c'est d'en parler justement, parce qu'on l'a vu dans d'autres affaires, même hors du sport, le fait de parler, ça va libérer justement la parole d'autres personnes qui ont peut-être vécu des dépressions dans le monde du sport. On ne le voit pas forcément, parce qu'on voit des surhommes, des surfemmes, c'est un peu des super-héros les sportifs, et on ne peut pas penser que derrière il y a un humain, derrière cette carapace, et qui peut aussi subir des dépressions. Donc ça, c'est un aspect important. Et moi, je pense que l'année 2021 a été pour moi un tournant. Je pense que vous vouliez parler de Simone Biles, qui est en plein Jeux Olympiques. Voilà, la plus grande gymnaste peut-être de l'histoire. Elle a même son emoji sur les réseaux sociaux. N'a pas pu s'aligner sur des épreuves pendant les derniers JO de Tokyo, pour se concentrer sur sa santé mentale. C'était ses mots, se concentrer sur sa santé mentale. Elle a fait seulement une finale et une médaille de bronze au final. Elle a été victime aussi d'abus sexuels aussi dans sa jeunesse aussi. Ça a été révélé juste avant la compétition. C'était peut-être le symbole de cette santé mentale. Ça se déroule pendant le plus grand événement sportif. Il y a une surexposition, tout le monde en a parlé. Et là, forcément, on s'est posé les questions. Il y a des études qui sont sorties. Il y a une étude très récente qui a dit que 80% des sportifs professionnels en France avaient à un moment dans leur carrière ressenti une fatigue anormale, un moment de tristesse, un moment de moins bien. Donc ça peut conduire aussi sur cet état de dépression. En parler, c'est important. Mais il y a un exemple qui me vient en tête, parce que je suis un amoureux du football italien. Le sportif que moi j'ai apprécié et qui a été un peu une forme d'idole pour moi, Gianluigi Buffon, a vécu une dépression dans les années 2000. Il en a parlé qu'en 2017. Mais même ça, d'en parler bien après, ça montre que à ce moment-là, personne ne s'est rendu compte qu'il avait vécu une dépression. Et donc le plus important pour moi, c'est d'en parler. Et ça lèvera peut-être des tabous, ça sauvera peut-être des vies, parce qu'il y a aussi tous ces sportifs qui, après avoir arrêté leur sport, tombent... Il y a des exemples dans l'alcoolisme, parfois même dans des choses encore plus graves. Non, je pense que c'est important de libérer la parole et de pouvoir en parler. Mike, vous qui êtes sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, je pense qu'on a toujours deux casquette de sportif de haut niveau, et puis aussi on a une personne à part entière, et on ne peut pas dissocier les deux. De ce fait-là, s'il se passe quelque chose dans notre vie personnelle, forcément, ça peut impacter dans nos performances. Et on fait du sport de haut niveau, on nous demande de la performance. Mais au-delà de ça, il y a des personnes
qui sont adaptés, il y a des personnes qui sont là, qui font ce métier-là pour accompagner ces athlètes-là. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire davantage. Parce que on présente les sportifs comme des super-héros. Oui, c'est des super-héros dans ce qu'ils font, mais à un moment donné, c'est des êtres humains. Ils sont faillibles. Ils peuvent faire des erreurs. Et j'ai l'impression que les sportifs de haut niveau ne peuvent pas faire des erreurs. Et ça, moi, je trouve que c'est une image, il faut enlever ça. C'est un être humain à part entière comme tout le monde. Il fait quelque chose de magnifique, comme toutes les autres personnes qui font d'autres métiers différents, mais c'est des personnes à part entière. Et donc, de ce fait-là, il faut les accompagner, il faut accompagner toutes ces personnes qui traversent ces moments-là. Et on l'a vu, Patrice Evra aussi, qui a eu des déclarations aussi, Kobe Bryant, Tony Parker, enfin, sa séparation avec sa femme. Et c'est des choses qui jouent forcément sur la performance. Donc voilà, il faut avoir un côté humain. Et puis, il y a des gens qui parlent souvent de ces athlètes, mais ils n'ont même pas pratiqué un sport de haut niveau. Et à un moment donné, il faut essayer d'avoir un côté un peu humaniste, je trouve, dans ces situations-là. Pierre Chevalier ? On parlait de communication directement avec Kylian Mbappé et son contrat. Là, il faut juste se rappeler que à l'époque où on vit, qui est surexposé, surmédiatisé, les athlètes de haut niveau, hommes-femmes, sont également des hommes et des femmes et qui apprennent maintenant à communiquer sur leur vie d'homme, sur leur vie de femme, que ça aille bien ou que ça aille mal. On les voit beaucoup quand ça va bien. Là, c'est une parole qui se libère avec Valentin Porte et qui, souhaitons-le, effectivement, permettra à ceux qui sont un petit peu dans le creux de la vague de pouvoir s'exprimer et éviter les drames. Et certains craquent complètement. On l'a vu avec Naomi Osaka, par exemple, qui a craqué pendant un match à Indian Wells. C'est bien ça. Oui. Comment on l'explique ça ? Là, par contre, c'est aux yeux de tout le monde, finalement. Ce mal-être. Comme il a dit Jean, des fois, il y a d'autres personnes qui se servent de ça pour exceller. On l'a vu, Kobe Bryant, il avait perdu sa femme, enfin, divorce, parce que les histoires de tromperie, toutes ces choses-là. Il a utilisé ça pour performer. Et après, tu as d'autres personnes où ça les enterre. Donc, encore une fois, le côté mental qui joue. Donc, ça dépend de tout un chacun, de nos sensibilités. Voilà. Jean, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, j'ai une petite pensée pour Tiger Woods, qui lui aussi a eu certains problèmes à un moment dans sa carrière, et mentalement, il a eu aussi le courage d'en parler, suite à ses déviances un petit peu. Ouais, Tiger Woods, oui, qui est du coup redevenu ce champion malgré tout ce qu'il a vécu. Il est redevenu humain. Et je crois que c'est ça aussi la base. Ce sont des hommes et des femmes. Toujours entre les trous. Bon, Grégory, très rapidement, une petite question. La préparation mentale, toi, dans ta carrière, il y en a eu, Est-ce que des préparateurs mentaux ? J'en ai fait, j'ai fait la sophrologie aussi, savoir gérer l'énergie négative. Donc c'est pris en compte Oui, bien sûr, parce que, encore une fois, l'image du sportif, toujours bien véhiculée, tout ce qu'il fait, ça en faisait partie, oui, effectivement. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de l'ancien président du club de football de Montpellier, Louis Nicolin. Mes fils, je préfère qu'ils soient nés dans le sport plutôt que dans la musique classique parce que ça me fait chier. J'ai rien contre, mais je préfère regarder un match de curling qu'écouter du Mozart. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.